Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue. Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien. Je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. Et qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Vous pensez que je me suis fait des idées? Que j'entends des choses que je devrais pas entendre? Bienvenue à tous, vous écoutez l'épisode 17. Et voilà, une fois de plus, je suis accompagné par Laetitia, qui est montée en front pour vous, avec ses petites rangers et son pactage. Salut Laetitia, comment ça va? Ça va. Mais en vrai, j'avais des Rangers quand j'étais jeune, j'allais dire. Quand j'étais ado, j'avais des gros écrase-merde, comme on appelle ça. Ah, je t'imagine bien comme ça, en look gothique. Ouais, tout à fait. Avec les talons compensés, là, et puis les clous au bout. J'avais pas des clous, mais j'avais des gros talons, grosses Rangers noires. D'accord. Mm. Bon, mais ça, c'était pas pour faire la guerre. Non, c'était juste pour aller au lycée. Mais c'est pareil. Et toi, Non. Moi, je portais pas ça. t'avais pas des Rangers? Non, je me rappelle plus ce que je portais, moi. Ah si, moi, j'avais des Timberland. Ouais. Ah ouais. Ouais, des grosses Timberland montantes, là. Ça pesait hyper lourd. Mm. Quand Mais tu c'est mets- à la mode encore maintenant. C'est vrai? Mm. C'est encore des gens qui mettent des Timberland? Bah ouais. Ce qui était bien avec les Timberland, c'est quand tu les enlevais et que tu mettais des chaussures de sport, et ben t'as l'impression de te sentir hyper léger, tu vois. Genre comme si t'avais fait un entraînement de super guerrier, quoi. Tu vois? J'ai envie de faire une dédicace à Alexis qui s'est racheté des Timberland il y a pas longtemps. D'accord. Voilà. Salut Alexis. Mais c'est bien les Timberland, bah, c'est de son âge, non? Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est confort. Comme les Rangers. Donc là, aujourd'hui, les Rangers, c'est parce qu'on va faire la guerre. Faire la guerre. On va parler du film Rambo. Bon, et justement, parce que Rambo, c'est un film qui parle de la guerre du Vietnam, est-ce que toi, tu as un film préféré qui parle justement de la guerre du Vietnam? Apocalypse Now. J'aime bien. Ah ouais, c'est pas mal Apocalypse Now. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film. Moi, j'avais surtout été marqué par... comment ça s'appelle, le film de Stanley Kubrick? Full Metal Jacket. En fait, je crois que comme beaucoup de monde, je me rappelle surtout de l'entraînement des GI là, avec l'espèce de chef instructeur qui passe son temps à les insulter et à les traiter comme des moins que rien. Ah, mais j'ai pas vu ce film, mais par contre, j'ai vu cette scène dans le clip de Muse sur la chanson Psycho, D'accord. où il dit... qu'est-ce qu'il leur dit, l'instructeur? Ouais, il leur dit plein de noms d'oiseaux. Show me your war face. Ah, d'accord, ouais, c'est possible. C'est dans ça? C'est dans ce film-là? Je sais pas, je crois que je l'ai jamais vu en C'est VO. Show me your war face. Et l'autre, il oblige l'élève à crier. Oh, c'est possible. Je me rappelle plus. Ça se trouve, c'est pas dans ce film, mais... Non, ça te parle pas? Moi, je me rappelle juste de Vincent D'Onofrio qui se fait péter le caisson dans les toilettes. Ah, très bien. Vincent D'Onofrio, un super acteur. Ouais, non, je crois que parmi les films sur la guerre du Vietnam, c'est celui qui me parle le plus. J'avais bien aimé aussi L'échelle de Jacob, mais ça parle plus d'expérimentation sur les GI et tout. C'est un film cauchemardesque, c'est un film atroce. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. C'est abominable ce film. C'est un cauchemar de 2 heures. Je crois que c'est le film le ça plus donne envie, terrifiant en que tout j'ai jamais vu. Non, mais je crois que j'en avais parlé, je crois, dans un podcast. Il est classé dans les 5 films les plus horrifiques de la Terre. L'échelle de Jacob. Ah ouais. Avec Tim Robbins. Tu vois, le mec qui mesure 2 mètres. Incroyable ce film. Bon, bref. De quoi on va parler aujourd'hui avec le film Rambo? Alors, on a sélectionné quelques... Je pense que... Enfin, moi, je voulais reprendre un peu les différents symptômes qu'on retrouve dans le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique, parce que c'est vraiment le sujet du film. Hein. Et puis toi, Laetitia, tu vas nous permettre de prendre un peu de recul par rapport au sujet, et tu nous donneras ta vision éclairée d'addictologue sur plein de choses. C'est moi qui commencerai pour parler d'abord des symptômes
d'intrusion dans le film, comment est-ce qu'ils sont présentés. Ensuite, c'est toi qui nous parleras des aspects psychocorporels dans le traumatisme. Ensuite, je reprendrai la parole et je parlerai des répercussions émotionnelles et de la réactivité altérée dans le PTSD. Je continuerai avec la dissociation et l'évitement, qui ne sont pas trop représentés dans le film, mais ça on en parlera. Et puis, toi, tu finiras par nous parler des vétérans de la guerre du Vietnam et de l'usage des drogues. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout dans Rambo, mais bon, c'est un sujet quand même qui revient assez souvent, notamment dans la littérature, lorsqu'on parle des vétérans du Vietnam. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on démarre ? Non, c'est parti. Bah voilà, alors vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 17, c'est parti. Excusez-moi, vous pouvez me dire, c'est ici que Delmar Berry habite? Il n'est pas là. Habite à l'intérieur, ma petite. C'est un de mes amis. C'est Delmar lui-même qui m'a écrit son adresse. Ici. Tenez. Regardez, c'est bien son écriture. C'était dur de trouver, c'est un endroit perdu. Oui, c'est son écriture. Je vous l'ai dit, c'est mon ami. Je m'appelle John Rambo. On a servi sous la même arme tous les deux au Vietnam. Je sais pas si vous a parlé de moi. J'aurais une photo, là. On est ensemble tous. Quelque part. J'ai fouillé dans ma poche. Tenez. Là, voilà. C'est moi. Ça, c'est Danforth, c'est Westmore, Bronson, Ortega. Là, c'est Delmar, juste au fond. Fallait le mettre au fond, il est tellement grand, sinon il aurait pris toute la place. Regardez comme il est grand. Delmar n'est plus là. Oh. Non mais, il va revenir quand? Il est mort. Mort? Mort il y a 6 mois. Quoi? Cancer. Il avait ramené du Vietnam ce truc orange qu'il répandait partout. Il n'y avait plus que la peau sur les os. J'aurais pu le porter sur mon dos. Rambo First Blood est un drame psychologique américain de 89 minutes réalisé par Ted Kotcheff et sorti en 1982. Alors Ted Kotcheff, jamais entendu parler de ce gars-là. J'ai regardé un peu sa filmographie. Il n'y a aucun film qui me parle, à part peut-être Retour vers l'enfer avec Chuck Norris. Je sais pas si tu vois qui c'est, Chuck Norris. Bah oui, quand même. Celui qui, quand il regarde à l'horizon, voit sa nuque. Non, tu connais pas les Chuck Norris facts? Non, je vois Chuck Norris, mais j'ai pas les... Je te montrerai, c'est génial. Donc First Blood, c'est l'adaptation avant tout d'un roman de David Morrell. David Morrell, qui était professeur de l'université de l'Iowa et qui a publié son livre en 1972. Le personnage principal du film, donc, c'est John Rambo, qui est interprété par Sylvester Stallone. C'est le deuxième rôle pour lequel Sylvester Stallone est le plus connu après Rocky. Je pense que ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. À ses côtés, on retrouve comme acteur marquant Richard Crenna, qui joue le colonel Trotman, et Brian Dennehy, que je ne connaissais pas, mais pourtant qu'on a vu dans plein de trucs, qui lui joue l'infâme shérif Teasle. Voilà, et quand même mention spéciale pour David Caruso, parce que j'aime bien David Caruso, qui joue là un petit policier naïf dans le commissariat, David Caruso, que vous connaissez sûrement, parce qu'il a incarné Horatio Kane dans la série Les Experts Miami. Pour les plus experts d'entre vous, vous l'avez sûrement aperçu dans le clip Voyage Voyage de Desireless. Oh la vache! Oh la ref! Ouais, t'étais pas né. Oh là là! Voilà. Desireless, il nous cite Desireless comme ça sans pression. Ouais, mais ça parlera aux gens de ma génération. Ouais. Voilà, exactement. Okay. Il a joué aussi Kit Kat dans Hudson Hawk. J'avais bien aimé ça à l'époque où Bruce Willis faisait du cinéma. Bon, enfin bref. Ça, c'était pour ma petite parenthèse Caruso. Alors, il faut savoir que pour écrire son livre, David Morrell, il s'est inspiré de la personnalité de quelqu'un qui a vraiment existé, qui s'appelait Audie Murphy, soldat américain, le soldat américain le plus décoré apparemment de la Seconde Guerre mondiale, et qui avait cette particularité, c'est qu'il souffrait du syndrome de stress post-traumatique. Alors Rambo, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un vétéran du Vietnam, psychotraumatisé, délaissé par le gouvernement américain après son retour du champ de bataille, comme beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés à aller combattre malgré eux dans une guerre qui a été beaucoup critiquée à l'époque.
Et donc John Rambo, il se retrouve à vagabonder dans les rues d'une ville fictive qui s'appelle la ville de Hope, et il va se faire harceler par le shérif local, à savoir Will Teasle, lui-même vétéran de la guerre de Corée et qui ne voit pas d'un très bon œil la débâcle du Vietnam. Suite à son agression par les policiers, Rambo va se retrouver projeté dans ses traumatismes du Vietnam. Alors, dans le livre, Rambo il fait carrément un carnage. Hein. Dans le film, c'est quand même un petit peu plus soft. Rambo, il cherche plutôt à se protéger et à prendre la fuite. Mais bon, on va voir, la sémiologie du PTSD, elle est quand même bien là dans le film. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quelques petites anecdotes vite fait. Alors, comme je disais, dans le livre Rambo, je le disais pas, mais dans le livre Rambo, à la base, Rambo, il est tué par le colonel Trentman à la fin. C'était comme ça que c'était prévu dans le film au début, et puis lorsqu'ils ont fait des projections test, le public a pas trop aimé la fin. Il trouvait que Rambo il avait pris assez cher comme ça pendant tout le film, et que le faire mourir à la fin c'était un petit peu trop. Donc du coup ils ont retourné une autre fin où Rambo reste en vie. Et donc ça tombe bien parce que comme Rambo il reste en vie, ça permet au film Rambo de devenir une franchise qui rapporte beaucoup d'argent, parce qu'il va y avoir un paquet de films Rambo après le premier, notamment Rambo 2. Rambo 2, dont le scénario a été écrit, figure-toi, je te le donne en mille, par, tu sais qui c'est ? James Cameron. C'est bien, quelle connaissance. James Cameron, dans le premier film vraiment connu, il arrivera quelques années après, c'est Terminator, en 84. Voilà, et contrairement au livre Rambo, First Blood, là, dans le film, Rambo, il tue personne. Alors que, il blesse, à la limite, grièvement Teasle et un ou deux autres, mais personne ne meurt dans ce film. Alors que, effectivement, dans le livre, Rambo, il fait vraiment un carnage. Personne ne meurt par sa faute. Oui, personne ne meurt par sa faute, effectivement, puisqu'il y en a juste un qui meurt, c'est l'adjoint du shérif qui tombe accidentellement de l'hélicoptère. Voilà. Et je crois que c'est tout pour les anecdotes. On va enchaîner par la suite et les symptômes d'intrusion. Vous allez où ? Portland. Portland est au sud, vous avez dit que vous alliez au nord. Je peux manger quelque chose par ici? Il y a un self à 50 km sur la nationale. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de manger ici? Oui, moi. Pourquoi vous m'emmerdez? Qu'est-ce que vous dites? Je me demande pourquoi vous me cherchez, je n'ai rien fait. D'abord, c'est pas vous qui posez les questions par ici, c'est moi. C'est compris? Ensuite, on veut pas de type comme vous dans cette ville. Alors, les symptômes d'intrusion, qu'est-ce que c'est, Laetitia ? Ce sont des souvenirs indésirables ou des cauchemars qui rejouent l'événement déclenchant du traumatisme. Donc, elles peuvent prendre la forme de flashbacks, et elles sont plus souvent favorisées par des sons, des images ou même des odeurs. C'est une des premières manifestations du PTSD qu'on voit dans le film. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais Rambo, à un moment donné, quand il est dans le commissariat, il voit des reflets de barreaux de prison sur le mur, et ça va le renvoyer à son confinement lorsqu'il était justement dans un trou boueux au Vietnam, qu'on lui versait des seaux d'excréments sur la tête. Ça, c'est le premier flashback qu'il va avoir. Ensuite, la violence, elle monte d'un cran lorsque le shérif dit à ses collègues qu'ils vont devoir le raser, et qu'il y a justement des policiers qui exhibent une lame de rasoir sous le nez de Rambo. Et là, ça va carrément lui faire revenir un souvenir de torture au couteau. Ça, c'est ce qu'on appelle un trigger event ou un PTSD trigger, c'est-à-dire un événement du quotidien qui finalement va te faire revivre le traumatisme. Voilà, en l'occurrence, pour Rambo, c'est cette torture avec le couteau lorsqu'il était emprisonné au Vietnam. Je vous recommande de lire l'article de Hayes et collaborateurs si vous voulez mieux comprendre pourquoi Rambo réagit si violemment. L'article qui s'appelle Emotion and Cognition Interaction in PTSD, A Review of Neurocognitive and Neuroimaging Studies. On en avait pas mal parlé déjà dans Vice Versa, mais ça me semble important de revenir quand même sur l'importance des émotions dans le processus cognitif. En fait, cet article, lui, revient sur les effets du psychotraumatisme sur la mémoire, l'attention et l'apprentissage. En fait, il confirme la validité d'un modèle
qui est déjà reconnu du PTSD depuis plusieurs années, qui théorise que les personnes psychotraumatisées, elles ont des capacités accrues pour détecter les menaces et souvent priorisent les processus d'attention au détriment d'autres processus cognitifs, mais sur des points précis et surtout ils perçoivent des stimuli inoffensifs comme des menaces. Par exemple, une lame de rasoir pour se raser, là ça se transforme en possiblement une arme létale contre soi, quoi. Voilà. Et donc, quand un héros de la guerre du Vietnam, comme Rambo, qui est entraîné à tuer, se met à réagir à la menace, vous voyez un peu le bazar que ça peut mettre dans le commissariat. Dans le film, il tabasse tout le monde avant de s'enfuir. Bon, comme je disais tout à l'heure, le film il reste quand même assez soft sur le traitement de la violence. En réalité, je pense que Rambo, il aurait liquidé tout le monde. En tout cas, le trigger event, c'est validé et ça colle plutôt bien avec la réalité, même si, pour des raisons de rythme dans le film, ça reste un peu spectaculaire quand même. Bon, dépêchons-nous, c'est l'heure de ma pause café. Allez, assieds-toi. Un peu de bonne volonté, allez, assieds-toi. Assieds-toi. Ah bon? Je t'aime la manière forte, tu vas être servi. Il n'est pas facile à tenir, ce con. Oui, Ward, ne te fatigue pas avec le savon, c'est un dur. Tu le raseras mieux, à sec. D'accord. Bon sang, est-ce que vous êtes aveugle? Vous voyez pas que ce type, il est complètement dingue? Et toi, tu vois pas que j'en ai rien à foutre? Si, ça, je peux le voir. Voilà, c'est mieux. Regardez. Je savais bien que c'était un tendre. On va juste te raser, mon vieux. T'énerve pas. Donc moi, je vais vous parler des aspects psychocorporels dans le traumatisme. En fait, je suis partie d'un livre, surtout, avant de partir de cette idée de partie. Je suis partie du livre de Bessel van der Kolk, qui s'appelle « Le corps n'oublie rien ». C'est un livre qui a connu un immense succès à sa sortie, en 2018 en France chez Albin Michel. En tout cas en France, il est sorti en 2018, il est sorti aux États-Unis avant ça. Et en fait, ce bouquin, Le corps n'oublie rien, c'est une énorme synthèse de 50 ans de recherche sur le traumatisme, le psychotraumatisme, donc rien que ça. Bessel van der Kolk, c'est qui? C'est un psychiatre américain, spécialiste du syndrome de stress post-traumatique aux États-Unis. En 1978, il devient psychiatre à la clinique des vétérans de Boston et il ouvre un peu plus tard le Trauma Center, donc toujours à Boston. Et il a été lui-même en fait personnellement touché par les questions de stress post-traumatique chez les soldats, étant donné que dans sa famille, son père et son grand-père avaient été fortement impactés par la Seconde Guerre mondiale et que suite à ça, ils avaient des comportements de rage difficiles à contenir et à vivre pour leur entourage. Donc dans ce livre, Le corps n'oublie rien, l'auteur explique pourquoi le traumatisme est pour lui physiologiquement inscrit dans le corps. Et donc il va prouver cette hypothèse-là avec cette synthèse de recherche neuroscientifique. Je dis neuroscientifique parce que c'est grâce à l'imagerie cérébrale qu'on a pu voir plusieurs caractéristiques spécifiques sur les cerveaux de personnes traumatisées, notamment au niveau de l'amygdale, qui est toujours activée à cause du niveau, t'en parlais, du niveau d'hypervigilance et du sentiment de menace permanent. Ce qui les rend très forts, effectivement, pour détecter les dangers. Mais le problème, c'est qu'ils ne voient que ça. En fait, les dangers deviennent omniprésents, même là où il n'y en a pas, quoi. Et donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect qu'ils ont pu aussi mettre en lumière au niveau cérébral, c'est que le cortex préfrontal médian était abîmé chez les personnes traumatisées. Et du coup, cette zone du cerveau, c'est vraiment le siège de la conscience de soi. Lorsqu'il s'éteint, du coup, on sait plus trop ce qu'on ressent, et puis c'est un peu compliqué de prendre une décision. Donc ce qui explique aussi une certaine confusion ou une certaine difficulté à décider pour soi chez les personnes traumatisées. Parce que cette zone du cerveau va être un peu abîmée. Donc le corps ne se rappelle pas forcément des faits traumatiques. Je pense que j'en ai suffisamment parlé avec la mémoire traumatique sur Shutter Island notamment, je pense. Donc même si on ne se souvient pas des faits précis, en fait, le corps va garder des empreintes traumatiques réelles et notamment des empreintes neurologiques.
Et bref, donc ce qui est intéressant, c'est que le point de départ historique de l'écriture de ce bouquin, ça a été la guerre du Vietnam. Pour rappel, qui s'est étendue entre 1955 et 1975. Et en fait, Bessel van der Kolk, il a suivi en tant que psychiatre beaucoup de soldats rescapés de la guerre du Vietnam, comme Rambo dans le film, qui lui malheureusement n'a pas l'air d'être suivi. Et le fait pour ces soldats, en fait, de revivre en permanence leur traumatisme de guerre, ça les empêche de passer à autre chose. On voit bien aussi dans le film que Rambo, il est vraiment coincé là-bas. Son corps est revenu de la guerre, mais pas son esprit, qui se bat toujours, et qui est en grande souffrance, en fait. Les soldats du Vietnam qu'a pu rencontrer Bessel van der Kolk, en fait, ils parvenaient pas à faire la différence entre le passé et le présent. Bon, on en revient à la mémoire traumatique, hein, c'est un peu le concept, hein, le temps il est figé, donc les traumatismes ils sont toujours actualisés en fait. Voilà, et pour finir, sur cet aspect psychocorporel et sur ce bouquin Le corps n'oublie rien, que je recommande, il parle aussi de pourquoi c'est important d'utiliser des techniques. Alors des techniques comme le MDR, ça va être des techniques... Est-ce que je me lance dans l'explication de l'EMDR ? Bah ouais, si, explique un peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est que le MDR. Alors, je suis pas du tout spécialiste de l'EMDR, mais du coup, c'est une technique qui est appropriée pour justement le traitement des psychotraumas et qui va en fait utiliser les mouvements oculaires, des mouvements répétitifs oculaires, dans l'objectif de... comment je pourrais expliquer ça ? De faire circuler les informations et les éléments qui sont restés un peu bloqués dans la mémoire traumatique d'un hémisphère à l'autre. Donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, le principe c'est qu'il y a un côté un peu plus rationnel et un autre côté un peu plus émotionnel. Et le fait d'alterner des mouvements oculaires répétitifs de gauche à droite, ça va permettre d'intégrer mieux l'événement traumatique au niveau neurologique et au niveau émotionnel, du coup. D'accord, ok, bah t'en sais beaucoup plus que moi sur le MDR. Hein. Moi, alors c'est vraiment voilà, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais j'essaye d'expliquer simplement. Et du coup, c'est une technique où il n'y a pas forcément, en fait, c'est pour ça que je la mentionne, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup parler. Dans les protocoles de MDR, ça va vraiment être le thérapeute qui va décrire les différentes étapes de l'événement, et on va vraiment s'axer sur ce que je disais, le côté balayage oculaire. Voilà. Et donc du coup, dans ce livre-là, il dit que c'est important d'utiliser des techniques comme le MDR ou il parle du yoga, mais en fait des techniques qui vont plus utiliser des aspects justement psychocorporels, comme son nom l'indique, pour accompagner les personnes traumatisées. Parce que pour eux, en fait, la parole, la verbalisation, en fait, c'est pas forcément possible, c'est très compliqué. Il y a vraiment un espèce de défaut d'élaboration ou de symbolisation qui est propre au traumatisme. Donc et le fait de retrouver une harmonie avec son corps, ça peut déjà être un premier soin, en fait. Donc j'ai trouvé ça intéressant aussi dans ce livre-là, de faire le lien entre le fait qu'il y a vraiment des marqueurs physiques et neurologiques du traumatisme et le fait qu'il faut utiliser des méthodes psychocorporelles, donc il faut prendre en compte le corps pour s'apaiser peut-être d'abord physiquement avant le psychologique. D'accord, donc Rambo, il aurait bien besoin de MDR. Voilà, tout à fait. Un béret vert. Héros de guerre. Ah, quel coup. Quel joli Pourquoi tu la fermes pas ? Mais qu'est-ce qui vous prend, pauvre consonant, rien de plus? Il est blessé. C'est béret vert. Pas vraiment détendre. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas la police d'État régler ça? Viens par là, merde! Regarde ce mort! Regarde le C4, petit con! J'étais copain avec lui lorsque ta maman te torchait encore les fesses! Il est mort maintenant. Et il est mort à cause de ce psychopathe. Alors écoute-moi bien, petit con, écoute-moi bien. Je veux me le faire, ce salopard. Et je veux lui épingler sa saleté de médaille d'honneur du Congrès sur le foie. Et je vais le faire. Avec toi ou sans toi. Alors, les répercussions émotionnelles. Parlons-en. Ça fait partie des symptômes, de la cohorte de symptômes qu'on peut retrouver dans le PTSD.
Et je trouve que dans ce film, c'est plutôt bien mis en évidence. Pourquoi je dis ça ? Parce que à aucun moment du film, on voit Rambo, par exemple, sourire. Et quand vous faites attention à ses expressions faciales, elles sont quand même relativement pauvres. Je pense que c'est joué exprès par Stallone. Je pense pas que c'est un manque de charisme ou de talent. je pense que c'est fait exprès. La plupart du temps, si vous écoutez bien, sa voix elle est monocorde. Et donc l'impact du PTSD sur l'expression des émotions est pas mal représenté dans la littérature. C'est ça les répercussions émotionnelles. Je vais prendre l'exemple d'un article qui a justement étudié la population des vétérans du Vietnam. C'est un article de Hellman et de ses collaborateurs qui s'appelle Probing Reward Function in Post-Traumatic Stress Disorder with Beautiful Facial Images. Oh, are you bilingue? Ah yes, absolutely. Donc cet article il démontre que l'émoussement affectif chez les personnes qui souffrent de PTSD serait dû à un défaut du système de récompense qui les empêcherait de ressentir du plaisir dans les situations du quotidien par le même mécanisme, et là ça doit interpeller ton côté addictologue, par le même mécanisme que celui qui a observé ces usagers de toxiques. Et donc moi aussi je vais citer Bessel van der Kolk. C'est une référence dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il n'a pas fait qu'écrire des bouquins, il a écrit des articles aussi, et notamment un article qui s'appelle Inescapable Shock, Neurotransmitters and Addiction to Trauma. C'est un article de 85, donc c'est pas si vieux que ça en vrai. Hein. Bon, ça 40 ans quoi. Si tu le dis. On Ouais, va pas le contrarier. En fait, non, si, c'est vrai, ça fait vieux. Ouais, même pour moi, ça me rappelle ma jeunesse. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Bessel, van der Kolk ? Il a comparé les réactions neurobiologiques chez les rats et chez les humains, tous les deux psychotraumatisés, d'une manière différente. Et il a conclu que l'exposition à un traumatisme induirait un espèce d'état d'analgésie médié par une production endogène d'opioïdes. Ce qui pourrait expliquer en fait que Rambo, parfois, il a l'air éteint, un peu comme s'il était shooté. Je pense qu'il faudrait que tu expliques analgésie médiée par une production endogène d'opioïdes. Ouais. Analgésie, donc ça veut dire atténuation de la douleur, par une production endogène d'opioïdes. Endogène, ça veut dire que c'est produit par l'organisme, et opioïde, c'est une substance dérivée et qui a un rapport avec l'opium, mais parce qu'il ressemble à ça, quoi, dans la structure. Oui, donc le corps sécrète lui-même les opioïdes pour diminuer la douleur, c'est ça ? Voilà, en tout cas, qui met dans un espèce d'état espèce d'état second, quoi. Et pour faire le lien avec l'hyperréactivité, dont on va parler un petit peu plus tard, toujours d'après Van der Kolk, l'arrêt de la stimulation traumatique serait suivi de symptômes identiques à ceux justement d'un sevrage en opioïdes, ces fameux dérivés de l'opium. Ça expliquerait pourquoi Rambo, par moment, il a l'air shooté, et par moment, il a l'air, à l'inverse, complètement à cran. Donc ça, pour l'instant, dans le film, c'est plutôt bien montré, et ça colle assez bien, je trouve, avec la réalité clinique du PTSD, quoi. Cette espèce d'alternance qu'il peut y avoir entre des espèces d'états de ramollissement, de passivité, d'émoussement affectif, et des états comme ça de réactivité hyper brutale. Bon, après, je sais pas, moi dans ma consultation, j'ai pas de patients aussi traumatisés que Rambo. J'en ai quelques-uns. J'ai un ancien commando de la guerre d'Algérie, j'ai un légionnaire aussi. Mais eux, ils ont plutôt en commun, je vais dire, des états dépressifs récurrents, plutôt d'intensité modérée, mais surtout, effectivement, une perception excessive du danger, qui peut se manifester souvent chez eux par une anxiété anticipatoire, et voire même des conduites d'évitement. Voilà, on n'en est pas au niveau de Rambo, mais je sais pas si toi, tu vois des patients qui... Je crois que j'en parle après. T'en parles après ? Ah, ok. Je crois que j'en parle à la fois. D'accord. Donc je vais pas me spoiler. Bon, c'est pas grave, on va passer à la suite alors. J'espère que j'en parle après, du coup. Sinon, je te le rappellerai. Ouais. Un autre symptôme, c'est ce qu'on appelle la réactivité altérée. Donc habituellement, les personnes psychotraumatisées, elles présentent des troubles du sommeil, principalement des troubles de l'endormissement. Et elles peuvent avoir des accès de colère, des comportements imprudents ou autodestructeurs. Donc on note aussi une tendance à l'hypervigilance, avec notamment des sursauts au moindre bruit. C'est ça la réactivité altérée. Les gens sont sur leur garde en permanence, quoi.
Et ces signes de réactivité altérée, je trouve qu'ils sont globalement, eux, par contre, assez peu montrés dans le film. Là, il faut reconnaître que Rambo, ok, des fois il a l'air shooté, mais il y a des moments, il est quand même d'un calme olympien. Certes, pendant les 3/4 du film, mais surtout au début du film, le gars, il arrive dans la ville et tout, il est près de la route, ça circule à mort, et il y a genre un gros camion, quoi, un 35 tonnes qui passe derrière lui, limite qui met un gros coup de klaxon. Et Rambo, il sursaute même pas. Déjà, moi, sur mon fauteuil, quand le camion il passe, je sursaute, et Rambo, lui, il bouge pas une oreille, quoi. Donc ça, c'est pas très crédible. Hein. Franchement, Rambo psychotraumatisé, je pense qu'il longe les murs et il se balade pas comme ça dos à la route avec des bruits et des stimulations qui viennent de partout, quoi. Après, moi, je me demande si je suis pas psychotraumatisée, du coup, parce que je sursaute quand le grille-pain saute, tu sais, le matin. Tous les matins. Je sais pas, peut-être eu un événement particulier avec et mon chat aussi. Avec un grille-pain. Ouais. Ou seul, les chats, c'est normal. Bon, sinon, je trouve que Rambo, il dort plutôt de façon hyper sereine, surtout quand il prend la fuite dans les bois, en pleine nuit, qu'il est traqué par des dizaines de policiers. Voilà, ça, c'est pas trop crédible. Alors moi, je veux bien qu'il soit entraîné à vivre enterré sous la boue, en zone de guerre, etc. Mais là, quand même... vu sa condition de psychotraumatisé, le fait qu'en plus il soit un peu en train de revivre la guerre du Vietnam, je trouve qu'il dort quand même vraiment tranquillement. Enfin, effectivement, quand même à la fin, il y a ce dernier entretien avec le colonel Trotman, où là il va libérer sa colère, juste au moment où il reparle des événements qu'ont causé le psychotraumatisme. Ça, ok. Mais surtout, alors... Ce qui est quand même montré, c'est cette espèce de réflexe défensif assez fort qu'il va avoir au début du film lorsqu'il est au commissariat, qui essaie de l'interroger pour connaître son identité. Et un des policiers qui va essayer d'attraper son dog tag, là, cette espèce de plaque métallique sur laquelle il y a le nom des soldats. Et là, c'est peut-être le meilleur exemple d'altération de la réactivité qu'il peut y avoir dans le film. C'est justement, il attrape comme ça de façon hyper brutale la main du policier et tout, il la tient super fort. Voilà, comme si on essayait vraiment de porter atteinte à son intégrité, quoi. Ce genre de réaction, ça a été pas mal étudié dans la littérature, notamment dans un article de Brian et Harvey, qui s'appelle Processing Threatening Information in Post-Traumatic Stress Disorder, article de 95, et dans cet article, en fait, les expérimentateurs, ils ont fait passer des tests de Stroop modifiés. Des tests de Stroop, c'est des tests, on va dire, des tests d'attention. Un test d'attention et donc, ils ont fait passer ce test de Stroop modifié pour étudier comment les personnes atteintes de PTSD traitaient les informations menaçantes. L'étude, elle portait sur des accidentés de la route qui avaient comme séquelle soit une anxiété faible, soit une phobie de la conduite, soit carrément un PTSD. Et il ressort que les patients atteints de PTSD ne traitent pas l'information menaçante de la même manière que les patients atteints de phobie simple. Et c'est pour ça que la réaction de Rambo, elle est si brutale. En fait, au point que voilà, elle fait réagir le gardien de prison et Rambo, il ressent vraiment une très forte menace lorsqu'on, comme je disais, on envahit son espace personnel. Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. En ville, tu fais la loi. Mais ici, c'est moi. Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Laisse tomber. Alors, on va parler de l'évitement maintenant. L'évitement, alors là, je t'appelle un peu au secours, Laetitia, si tu te rappelles du film, parce que moi, je trouve que cet évitement, il n'est pas vraiment montré dans le film. L'évitement, comme son nom l'indique, c'est le fait de fuir ou de ne pas se confronter à des situations qui peuvent nous faire revivre le traumatisme. Donc à la rigueur, j'essaie de trouver des explications ou des raisons de voir de l'évitement dans ce film, mais je n'en vois pas. Je me suis dit au début, Rambo, il est raccompagné à la lisière de la forêt par le shérif Teasle, et là on peut se dire, ok, il a peur de mettre les pieds dans les bois, donc il va se dire, je vais retourner en ville parce que j'ai peur d'aller dans les bois. Puis après, je me suis dit que, en fait, ça peut pas être ça, parce que déjà,
La première scène du film, c'est Rambo qui sort d'une forêt. Donc on peut se dire qu'il y était plutôt bien. Et puis après, il passe la moitié du film en fait à chasser des gars dans la forêt. Donc l'évitement de la forêt, ça colle pas. Je sais pas si toi, t'as vraiment... Non, je suis en train de réfléchir, mais effectivement, je vois pas trop de scènes qui illustrent l'évitement dans le film. Alors, il faut quand même savoir que les symptômes, tels que les symptômes d'évitement, ils sont pas systématiques chez tous les patients. D'ailleurs, comme tous les symptômes qu'on traite là, on n'a pas forcément tous les symptômes pour définir qu'on souffre d'un état de stress post-traumatique. Donc là, effectivement, on peut ne pas présenter d'évitement. C'est d'ailleurs bien démontré par une étude de Operle et collaborateurs, une étude de 2012 qui s'appelle Executive Function in PTSD, Disengaging from Trauma. Et dans cette étude, il montre que la préexistence qu'il appelle de déficiences subtiles dans l'inhibition de la réponse et la régulation de l'attention, lorsqu'elles sont antérieures au traumatisme, peuvent majorer le risque de réagir par des conduites d'évitement dans le PTSD. Ça veut dire que, globalement, on n'a pas tous les mêmes prédispositions physiologiques à réagir par de l'évitement à un PTSD. C'est ça que ça veut dire. Donc, en soi, le film, il ne fait pas d'erreur grave sur ce point précis, parce que voilà, Rambo peut tout à fait ne pas présenter de prédisposition qui favoriserait chez lui les conduites d'évitement. Maintenant, on va parler, mais alors très brièvement, de la dissociation, parce que c'est vraiment pas le meilleur film où, à mon sens, on peut mettre en évidence la dissociation. Il y a pas mal d'autres films dans le podcast dans lesquels on avait pu largement en parler. Je pense qu'il y avait Shutter Island quand même pas mal. Shutter Island, ouais. Shutter Island, et il me semble que dans quel autre film on a pas mal parlé de la dissociation Parce que Shutter Island, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Pas que, hein. Le trouble dissociatif de l'identité, on en avait parlé, mais c'était pas ça le truc. Non, on a parlé surtout de la dissociation de la mémoire, tu sais. Ouais, ok. Oui, l'autre film, je sais plus ce que c'était. Donc par dissociation, là, moi je comprends essentiellement ce qu'on peut appeler la déréalisation, c'est-à-dire la perception du monde comme irréel ou onirique. Et l'autre aspect, c'est la dépersonnalisation, c'est-à-dire ce sentiment de détachement de soi-même ou de son corps. Alors, on peut aussi comprendre que la personne a refoulé un souvenir traumatique auquel elle a finalement plus accès. Voilà, ça c'était ce qu'on disait dans Shutter Island. Donc si vous vous intéressez au sujet, il y a un article de Brenmer et associés dans lequel on retrouve des témoignages de vétérans du Vietnam. C'est un article de 92 qui s'appelle Dissociation and Post-Traumatic Stress Disorder in Vietnam Combat Veterans. Tu vas les écrire, toutes tes références, ou pas ? Ouais, c'est prévu. Ça sera dans la note qui accompagne le podcast. Ok. Donc tout y sera, ne vous inquiétez pas. Oui, je pense que ça sera mieux pour les gens pour se repérer, parce que comme ça, à l'audio, ça rend pas. Donc, le type de témoignage qu'on peut avoir qui parle, enfin qui illustre la déréalisation. Je vous cite les exemples tels qu'ils sont rapportés par les vétérans du Vietnam dans l'article. Il y en a un qui dit « Après avoir vu mon pote se faire toucher, quelque chose en moi est mort. Je me rappelle plus de rien après ça. » Un autre qui dit « Tout avait l'air d'aller au ralenti. » Un autre qui dit « Les couleurs étaient floues » ou « Il n'y avait plus de son » ou encore « J'avais l'impression d'être dans un tunnel. » Voilà, la déréalisation, c'est ça. C'est l'impression d'être déconnecté de la réalité présente. Et pour la dépersonnalisation, le genre de témoignage qu'on peut retrouver, c'est j'ai eu l'impression de me séparer de mon corps, de voir une personne en train de combattre et de me sentir triste pour elle, par exemple. Il y en a un qui dit ça. Ça, c'est typiquement vraiment la dépersonnalisation, dans le sens où on n'est vraiment plus dans son corps. Alors tiens, je vais revenir à Van der Kolk encore, qui lui avait essayé de savoir s'il y avait des psychotraumatismes qui étaient plus susceptibles que d'autres de provoquer de la dissociation. C'est un article qu'il a fait en 2000 qui s'appelle Post-Traumatic Stress Disorder and the Nature of Trauma. Et cet article, il pointe du doigt notamment le fait que l'événement traumatique, l'événement traumatique a duré longtemps, plus le risque de dissociation est important. Bon voilà, c'est une anecdote, voilà, mais c'est intéressant de montrer que la dissociation, elle peut, pareil, il y a des conditions particulières pour qu'elle se manifeste.
concrètement, pour moi, dans le film Rambo, il n'y a pas grand-chose à dire sur la dissociation, surtout parce qu'en fait, on ne voit pas comment Rambo il a réagi au moment des traumatismes qu'il a subis. Il aurait fallu qu'il y ait une scène de flashback où il est dans la guerre du Vietnam et puis il est déréalisé ou il est dépersonnalisé. Là, ça aurait été vraiment mis en évidence de façon flagrante. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour lui. Il y a des flashbacks. On sait que il a été torturé, il a été emprisonné, etc. Qu'il raconte comment ses frères d'armes sont morts, etc. Mais on n'en sait pas plus. Voilà. Et puis on a l'impression qu'en fait que certains souvenirs sont plutôt bien ancrés, notamment celui justement où il raconte à Troutman à la fin du film son ami qui explose en petits morceaux, etc. Donc ça, on sent que c'est pas des souvenirs qui ont été éteints, refoulés, cachés. Il vit avec, quoi. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si c'est que Rambo, comme je disais tout à l'heure, n'est pas forcément le meilleur film pour se familiariser avec le concept de dissociation. Quelque part dans ce pays aride et escarpé, peut-être au-dessus des neiges éternelles, enfoui dans les brumes, le fugitif John Rambo se cache. Toutes les unités de la police d'État ainsi que les membres de la garde nationale locale sont mobilisés. Ce qui n'est toujours pas expliqué par les autorités locales, c'est où et comment cet ancien béret vert a pu se procurer ces armes avec lesquelles il a tué un des adjoints du shérif et essayé d'en tuer 6 autres. Seuls leur grande expérience et leur formidable habileté technique ont sauvé leur vie. Et maintenant, on dit que le fugitif va être fait prisonnier d'un moment à l'autre. Alors moi, je voulais faire une aparté sur les vétérans du Vietnam et les drogues. Alors c'est vrai qu'on voit pas du tout cet aspect-là dans le film. Rambo ne semble pas être un consommateur de drogue, mais c'est un aspect qui revient quand même très souvent, qui a beaucoup été étudié par rapport à la guerre du Vietnam, mais pas que la guerre du Vietnam, d'ailleurs les guerres en général. Et pour parler de ça, j'ai utilisé l'article de Kamienski, Lucas, qui s'appelle « Les drogues et la guerre », qui date de 2016, qui est disponible en libre accès sur le site Cairn, que j'ai toujours du mal à prononcer. Je dis Cairn. Cairn, ouais, merci. Très intéressant sur l'usage des drogues pendant les guerres en général et leur rôle dans celles-ci. Donc dans cet article, il dit qu'il y a 2 objectifs principaux dans la prise de drogue pendant la guerre. Le premier, alors peut-être le plus évident, améliorer la combativité des soldats. Parce que forcément, avant ou pendant la bataille, le fait de prendre des stimulants comme les amphetamines ou la cocaïne, ça permettait d'améliorer la performance des soldats au combat. Donc d'améliorer leur puissance physique aussi, en rendant l'esprit plus alerte, donc de décupler les forces. Et le deuxième intérêt à consommer des drogues pendant la guerre, c'était de soigner ou de prévenir les effets de cette guerre sur le psychisme humain. Donc à l'inverse, avec de la prise de sédatifs, comme l'alcool, le cannabis ou les opiacés, qui pouvaient être administrés auprès des soldats qui étaient incapables de continuer à se battre et pour les calmer, en fait, tout simplement à gérer leurs angoisses et leurs douleurs. Donc ça, c'est un premier point. Et ce que j'ai trouvé aussi super intéressant dans cet article, c'est qu'il faisait un peu la différence, des différences d'usage selon les guerres. Donc en fait, il expliquait que dans la Première Guerre mondiale, 14-18, il y avait vraiment l'apparition de la cocaïne sur la ligne de front. Alors, franchement, j'ai appris des trucs, je savais pas tout ça. Donc ils disent dans l'article qu'il est impossible d'estimer le nombre de soldats qui en prenaient de manière récréative pour calmer leurs nerfs et le nombre de ceux à qui la drogue était fournie pour améliorer leur performance. Mais la guerre, donc la Première Guerre mondiale, laissa des centaines de vétérans accros à la cocaïne. Bon, ça c'est un peu le point commun de toutes les guerres, c'est qu'il y a plein de vétérans qui se retrouvent dépendants de drogue à la fin de la guerre parce qu'ils ont bien consommé pour tenir et survivre pendant. Contrairement à la Première Guerre mondiale où c'était la cocaïne, la Seconde Guerre mondiale, alors apparemment la Seconde Guerre mondiale, la drogue de prédilection c'était les amphétamines. On en apprend tous les jours. Et dans l'article, Kamienski, je crois, il dit que le Troisième Reich fut le pionnier de l'utilisation militaire de la méthamphétamine. Dès les premiers mois de la guerre en Europe, la Wehrmacht consomma des quantités massives de meth sous la forme d'une pilule d'attaque nommée
Pervitin. Et il dit que de nombreux soldats devinrent toxicomanes et furent approvisionnés par leur famille qui continuaient d'acheter de la Pervitin sur le marché noir. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça assez fou, quoi. Enfin, vraiment que ce soit presque des prescriptions militaires, quoi. La méthamphétamine, qui est quand même, c'est quand même assez costaud, hein, comme drogue. Ah oui, dis donc. En 1938, une substance miraculeuse inonde les étalages des pharmacies allemandes. La pervitine. Un dérivé de la méthamphétamine disponible sans ordonnance, c'est ouf. L'état-major du Reich a tout fait d'en distribuer dans ses divisions afin de créer des super-soldats. Récit d'un dopage sponsorisé par Hitler. Ouais, c'est ça faisait vraiment partie du système militaire du Reich, en fait, la méthamphétamine. Ce qui était peut-être pas du luxe vu la violence de la guerre. Mais donc pour arriver à celle qui nous intéresse aujourd'hui, la guerre du Vietnam, elle est parfois considérée, cette guerre, comme la première véritable guerre pharmacologique, parce que la consommation de substances psychoactives par les militaires a atteint des proportions inquiétantes. Selon le ministère de la Défense, donc en 1968, près de 50% des soldats états-uniens déployés au Vietnam consommaient des drogues. Et en 1973, l'année du retrait des USA du Vietnam, près de 70% d'entre eux étaient des utilisateurs de drogue. Donc les proportions, elles sont juste énormes. Et en fait, en s'appuyant sur une série d'entretiens avec des soldats, donc c'est un auteur qui s'appelle Lee N. Robbins, l'article il date de 1974, là pour le coup ça date un peu. The Vietnam Drug User Returns. L'auteur il a pu identifier les substances psychoactives que les militaires s'auto-administraient le plus fréquemment durant la guerre du Vietnam. Et celui qui arrive numéro 1 sur le podium, c'est l'alcool, consommé par 92% des personnes interrogées. Deuxième position, le cannabis, 69%. Et troisième place sur le podium, l'héroïne, avec 34% des personnes interrogées. Et puis derrière, il y a l'opium, les amphètes et les barbituriques. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui prenaient plusieurs produits, en fait. Ouais, bien sûr. C'est polyconsommation, là, je pense. Hein. Et c'est vrai qu'on a beaucoup... en tout cas, avant de faire ces recherches, là, pour Rambo, j'avais déjà entendu parler des consos d'héroïne au Vietnam. Du coup, j'étais un peu étonnée qu'elle arrive en troisième place du podium. Mais bon, après, l'alcool était forcément plus facile d'accès, certainement. Donc dans l'article, ils en parlent quand même pas mal de l'héroïne pendant la guerre du Vietnam. Et ils disent en fait qu'à cette époque-là, l'héroïne, c'était une drogue qui était vraiment pas chère et extrêmement puissante en termes de qualité du produit. En fait, ils disent qu'à l'époque, c'était 94 à 98% de neige, entre guillemets, fumable. C'est-à-dire vraiment l'héroïne de très bonne qualité, c'est de la poudre blanche très fine. Et du coup, à cette époque-là, elle était très qualitative et pas chère. C'est pas du brown sugar. C'est pas du brown sugar. J'ai bien retenu, tu vois, de sucre Requiem pour... Voilà, petite référence à Requiem, effectivement. Et du coup, au printemps 71, donc est-ce qu'on est toujours dans la guerre ? Oui, on est toujours dans la guerre. On arrive vers la fin de la guerre. Il y avait quand même 10 à 25% des soldats qui étaient dépendants à l'héroïne. Et alors, dans la catégorie l'État ne soutient pas ses soldats revenus du front, l'État américain, en guise de réponse aux problèmes que représentaient les vétérans toxicomanes qui retournaient chez eux, le ministère de la Défense, en fait, il imposa un programme d'analyse d'urine obligatoire, connu sous le nom assez ridicule d'opération Flot Doré, Operation Golden Flow. Et en fait, seuls les soldats dont les analyses étaient négatives étaient autorisés à entrer aux États-Unis. Et malheureusement, ceux dont les urines contenaient encore des traces de produits, d'héroïne, ils devaient passer par une phase de désintoxication, à mon avis fort peu sympathique, notamment par des traitements de substitution comme la méthadone. Mais bon, je pense que ça devait être un centre de cure assez costaud. Et ils avaient une semaine, en gros, pour se sevrer dans ces centres situés dans des baies au Vietnam. Donc,
Après, voilà, c'est pas du tout des sujets qui sont abordés dans Rambo, mais il faut savoir que c'était une grosse part de la guerre. Voilà, c'est difficile de faire l'impasse dessus. C'est vrai que ça aurait pas choqué de voir Rambo, je sais pas, fumer du crack ou s'injecter de l'héroïne plutôt. Ouais. Non, dans le film. Ah ouais. Mais bon, là, effectivement, c'est pas vraiment abordé dans le film. Ils sont tous morts, colonel. C'est lui. Repérez-le. Rambo, tu vas bien? Terminé. Au Becker, ils sont tous morts, colonel. Pas d'Elmar Berry. Il s'en est sorti. Berry est mort lui aussi. Comment? Il s'est fait avoir au Vietnam, mais il n'en savait rien. Le cancer l'a bouffé jusqu'à l'os. Je ne savais pas, je suis désolé. Je suis le seul qui reste, quand même. Ça me fait plaisir de t'entendre, Johnny. Ça fait longtemps. Dis donc, John, tu as fait pas mal de dégâts. Il ne veut plus d'ennui ici. Il est au nord-ouest. C'est pour ça que je suis là. Je vais venir et je vais te faire sortir de là. Juste toi et moi. On va régler ça ensemble. Ça me paraît loyal. D'où venez-vous, colonel? De Bragg. J'ai essayé de vous joindre là-bas, mais les gars de Bragg ne savaient pas où vous trouver. Oui, eh ben dernièrement, je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Ils m'ont envoyé à Washington, je fais reluire un siège sous mes fesses. J'aimerais revenir à Bragg, colonel. Ok, on a terminé sur nos considérations sémiologiques sur le décryptage, entre autres, du film. On va donner maintenant notre avis. Je vais commencer. Je vais faire simple. De la même manière que Rocky, à son époque, c'était une critique sociale, Rambo, sous un faux air de divertissement, il traite, je trouve, assez intelligemment la trajectoire dramatique des vétérans du Vietnam. Donc Rocky et Rambo, ils ont tous les deux en commun d'être devenus des franchises qui sont ensuite partis en sucette et qui ont au moins un épisode chacun qui a servi d'outil à la propagande américaine. Pour Rocky, c'était Rocky IV, en pleine guerre froide, qui démontrait la suprématie américaine sur le territoire soviétique, en triomphant des Russes sanguinaires, dépourvus d'émotions, tricheurs, etc. Pour Rambo, c'est Rambo 2, quant à lui, qui deviendra l'archétype du film réganien par excellence, dans lequel Rambo réécrit l'histoire et va lui tout seul regagner la guerre du Vietnam. Voilà, n'oublions pas que le premier Rambo, c'était avant tout une adaptation d'un roman, le roman First Blood, et que c'est surtout à ce titre qu'il est remarquable. Je trouve que la symptomatologie du PTSD elle est plutôt fidèlement représentée. Et je regrette surtout, je te le dis officiellement, Laetitia, cette époque où les réalisateurs et les scénaristes arrivaient à faire tenir le propos d'un film dans une durée d'1h30, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Moi, j'en peux plus de voir des films de 3 heures. Genre Beau is Afraid. Non, mais alors, Beau is Afraid, c'est comme... je sais pas comment te dire. Comment va-t-il se démêler de ça? C'est comme une choupa choups, tu vois. Tu pourrais en profiter pendant des heures et tu laisses le bonbon fondre pendant des heures et tu as envie que ça se termine jamais, tu vois. Oh. Tellement tu savoures. Alors qu'un film de Scorsese, par exemple, c'est un vrai supplice. C'est comme, toi, si tu devais rester assis pendant 3 heures sur je sais pas moi, sur une planche à clous. C'est désagréable. Tu vas nous faire perdre des auditeurs, Déjà que... Bon, en tout cas, Rambo, c'était pas sa guerre, mais moi, c'était mon film, et en tout cas, mon film préféré de la série. Bon, moi, c'était une découverte, je l'avais jamais vu. Mieux vaut tard que jamais. Dans l'ensemble, c'était ce à quoi je m'attendais, notamment en termes de clichés, de virilité masculine et d'affrontement entre une police à la ramasse et un gros dur traumatisé. Pour autant, la scène que j'ai préférée, c'est vraiment la scène juste avant la fin, lorsque Trautmann rejoint Rambo qui se terre dans le commissariat et que celui-ci parle vraiment de son enfer à lui depuis qu'il est revenu de la guerre. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que oui, c'était horrible là-bas, il a dû vivre et faire des choses affreuses, mais il dit surtout que même s'il est rentré, ces mêmes choses continuent de l'assaillir en permanence. Il n'a pas de repos, en fait, le gars.
Et en fait, pour la première fois dans cette scène, on le voit vraiment vulnérable, terrifié, apeuré. Et c'est le premier passage où je l'ai trouvé authentique et où, sans trop en faire, finalement, on se rend compte de l'ampleur des dégâts psychologiques que cette guerre a pu avoir sur lui. Je trouve ça dommage, effectivement, que l'on sache pas plus ce qui s'est passé pour lui là-bas. On parle des gars avec qui il était, mais on connaît pas vraiment leur rapport. On sait qu'il a été torturé, mais on comprend pas vraiment dans quel contexte. Il y a un autre héros de film très connu, vétéran du Vietnam aussi, c'est Forrest Gump. Oh yes. Quelle belle référence. Alors, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un truc contre Forrest Gump ? Non. T'aimes pas les chocolats ? C'est tout à fait opportun. Alors, on est d'accord. Rambo et Forrest Gump, ce ne sont pas les mêmes personnalités, mais ils ont vécu les mêmes traumatismes. D'ailleurs, si dans Rambo, il n'y a pas beaucoup d'images de ce qu'il a vécu au Vietnam, notamment avec les autres de son équipe, pour Forrest, souvenez-vous, il y a toute une scène où il fait des allers-retours dans la jungle au Vietnam pour aller sauver et ramener un par un les gars blessés de son unité sur la plage. Son meilleur ami meurt dans ses bras d'ailleurs, c'est très triste. Bref, je pense que pour ce film, Rambo, je pense que j'aurais préféré qu'il y ait plus de flashbacks, que l'on soit nous aussi finalement un petit peu assaillis par ces images, sans forcément tomber dans le gore, hein, mais qu'on soit un petit peu comme lui finalement, plus immergé dans la symptomatologie du stress post-traumatique. Et parce que finalement le film il porte principalement sur cette chasse à l'homme dans la forêt. Et il y a plusieurs passages, entre autres le moment où il se fait griller un sanglier en mode Astérix et Obélix, et l'autre shérif qui déploie 200 hommes pas foutus d'attraper un seul gars dans la forêt, où on se dit quand même what the fuck. Ah mais surtout le gars, moi, il est capable de tuer à main nue un sanglier, quoi. Ouais. Je peux dire pour recroiser. Il a sauté sur le sanglier. Déjà moi quand j'en croise un en voiture, je suis complètement terrorisé. Le Rambo, il y va à main nue, quoi. Enfin bon, c'est aussi le concept du film, c'est aussi ça. Hein. Dans un sens, c'est aussi caricatural que ce à quoi je m'attendais. Mais le personnage de Rambo l'était peut-être un peu moins, grâce à ces quelques moments du film où on voit plus l'homme que le soldat, en fait. Et au début du film, par exemple, quand il est arrêté... pourquoi je me... Ah oui, quand il est arrêté par le shérif. Par le shérif, lui, quand il est arrêté, quand il est en bug. Il se passe plusieurs scènes où il dit rien du tout, en fait, Rambo, et on a l'impression qu'il est résigné, en fait, qu'il se laisse faire. Le fait qu'il ne parle pas, qu'il n'explique rien de ses réactions ou de ce qu'il ressent, ça m'a un peu fait penser aux témoignages que j'ai pu entendre, notamment sur un podcast qui s'appelle LSD. Alors, LSD, ça veut dire la série documentaire, sur les hommes qui revenaient de la guerre d'Algérie. Alors, c'est encore un autre contexte, hein, qui n'a rien à voir avec le Vietnam, mais en fait, il y avait les mêmes silences, les mêmes tabous, comme si c'était impossible de dire avec des mots ce qui s'était passé là-bas, comme si de toute façon, ceux qui n'y étaient pas ne pouvaient pas comprendre. Et donc c'est là que je voulais dire, j'ai pu, dans les patients anciens légionnaires que j'ai suivis, qui étaient toujours dépendants donc des drogues à leur retour, ou qui avaient commencé à consommer à leur retour d'ailleurs, c'était un peu le même discours, quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'indicible, du traumatique dans toutes les guerres, et je trouve quand même que ça a été un peu représenté dans le film First Blood. Voilà, pour mon avis, donc en vrai, moins négatif qu'il n'aurait pu l'être. Donc Laetitia, dis-moi, toi qui es une littéraire et qui, contrairement à moi, ne t'endors pas au bout de 10 lignes quand tu te retrouves face à un bouquin, est-ce que le film Rambo t'a donné envie de lire le roman First Blood ? Alors non. Très bien, merci Laetitia. Suivant. Non mais c'est vrai, tu t'es pas posé la question ? Non, franchement, ça m'a pas envie d'aller à la limite, enfin je sais pas. Je pense que le Shutter Island, tu vois, j'aurais pu lire le bouquin après, mais là Rambo, enfin voilà, en plus t'as dit la fin, donc dans le livre. Ah oui, enfin je l'ai pas lu. Hein. J'ai lu des gens qui ont lu. Mm. Voilà, mais bon.
Non. Donc non. Mais Shutter Island, oui, moi j'avais trouvé pour le coup, alors je dis du mal de Scorsese exprès par provocation, évidemment. Mais surtout qu'il dit ça, il a une affiche de Shutter Island dans son bureau. Ouh. C'est pour l'aspect clinique, tu vois. Pour l'aspect contradictoire. Ouais. Non. La clinique de la psychiatrie, la métaphore avec la prison, tout ça. Rien à voir avec le... On va pas critiquer Martin Scorsese, il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, j'avais trouvé le bouquin quand même un peu moins... Enfin, ça m'avait moins séduit que le film. Donc finalement, tu vois, il y a des films de Scorsese que je peux aimer. Mais tout ça, évidemment, c'est subjectif. Bon, on passe à nos recommandations, avant que tu dises une bêtise. Ouais, parce que tu l'as traité de chaise à clous, quand même. Oui, bon, c'était amical. C'était affectueux. Ouais. C'est terminé, Johnny. C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde, et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des reproches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais ici, j'arrive pas à avoir un boulot. Gardien de parking! Ah! Alors, mes recommandations, moi, en rapport avec le stress post-traumatique, je vais parler d'un film. Un film qui... moi, j'étais pas prêt, en fait, quand j'ai vu ce film. Donc, je vous le dis tout de suite. Voilà, il faut plutôt être dans un bon mood quand vous allez regarder ce film, qui s'appelle Mysterious Skin, qui est un film américano-néerlandais de Greg Araki, qui est sorti en 2004. Avec comme acteur principal Joseph Gordon-Levitt, et c'est un film qui parle, alors évidemment, du psychotrauma, et il va réunir deux garçons, ce film. Le premier, qui a été violé par son prof de sport et qui gagne sa vie en se prostituant, tu vois, ambiance. Et le second, dans la même ville, au même moment, qui est retrouvé dans sa cave avec le nez en sang et qui a oublié 5 heures de sa vie, et qui est convaincu d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Alors, je raconte pas la fin pour vous gâcher le plaisir, plaisir entre guillemets, mais ce film, il illustre vraiment bien, je trouve, le pouvoir de la dissociation. Justement, on disait que Rambo, c'était pas forcément le meilleur film pour ça. Mysterious Skin, si vous avez le cœur bien accroché, vous pouvez vous permettre de regarder ce film-là et de comprendre vraiment le sens propre, le psychotraumatisme, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est plutôt un film à regarder un jour où... à éviter de regarder un jour où vous n'avez pas le moral, parce que c'est quand même archi badant. Voilà, petite recommandation bien sympathique. Moi, je vais vous recommander mes lectures du moment. Du coup, la première que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, c'est une BD qui s'appelle Les Imbuvables, ou Comment j'ai arrêté de boire, de Julia Wertz, qui, comme son nom l'indique, parle du parcours de l'autrice qui a un trouble de l'usage d'alcool et de tout son parcours. Et en fait, elle est très drôle. Elle présente ça vraiment... c'est pas du tout en mode théorique ou en mode moralisateur. Pas du tout. C'est biographique, mais je pense que ça peut parler à pas mal de gens. Et vraiment, il y a beaucoup d'humour dans cette BD, donc moi, j'ai passé un bon moment à la lire. Et alors, attention, que du coup, tu m'as dit que la poésie, c'était chaud. Mais, en ce moment, je lis, parce que j'aime bien la poésie. Ouh. Si tu t'auto-censures... J'aime bien la poésie. Et du coup, en ce moment, je lis un recueil de Rupi Kaur, que je prononce sûrement mal. Ça s'écrit R-U-P-I, plus loin K-A-U-R,
qui s'appelle Le soleil et ses fleurs. Et en fait, il est plutôt chouette à lire. Elle a fait un autre recueil aussi qui s'appelle Le lait et le miel. Et en fait, c'est des poèmes, mais vraiment écrits de manière moderne, hein, on n'est pas sur des alexandrins. C'est vraiment de la poésie contemporaine. Ce recueil-là, c'est vraiment un recueil d'amour, à la base. Mais j'ai trouvé un petit poème que j'avais envie de lire, parce que je me suis dit que ça pouvait aller avec Rambo. Tu me diras à la fin de la lecture si t'as compris pourquoi. Ok, vas-y. Ok, il est court, hein, pas de panique. Je me suis durcie sous l'effet de la dernière perte. Elle m'a enlevé quelque chose d'humain. Avant, j'étais si émotive que je m'effondrais sur demande, mais aujourd'hui, l'eau s'est retirée. Bien sûr, je me soucie des êtres autour de moi. J'ai juste du mal à le montrer. Un mur fait obstacle. J'ai toujours rêvé d'être si forte que rien ne pourrait m'ébranler. Maintenant, je suis tellement forte que rien ne m'ébranle, et mon seul rêve est de m'adoucir. C'est quoi le rapport ? Mais c'est vrai que ça te parle pas, la poésie. Bon. Bah, peut-être que ça parlera aux auditeurs. Bouquin, faut que je le relise. Tu verras après. Oh. Eh ben, merci Laetitia pour ce beau poème. Nous allons maintenant accueillir Hubert qui nous rejoint pour la réunion. Non, mais l'heure est venue de conclure en douceur et en poésie ce podcast. Parce que figure-toi que c'est tout pour aujourd'hui, que j'espère que ça vous a plu, que je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter @maséancedepsy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Je vous rappelle, si c'est bien utile, que nous avons une page Facebook et, je mets ça entre parenthèses, un compte Instagram. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas l'application de podcast, je vous rappelle que je mettrai sur YouTube le fichier audio de l'épisode. La prochaine fois, nous parlerons de quel film, Laetitia, puisque c'est toi qui as choisi le titre du prochain film que nous allons aborder. Je te laisse en parler. Oh là là, je sens que je vais avoir la responsabilité du prochain épisode. Absolument. C'est un film qui s'appelle To the Bone. J'ai oublié le nom de l'actrice principale, je me souviens de Keanu Reeves, mais... Ouais, il y a Keanu Reeves, l'actrice principale, je sais pas qui c'est. Toi non plus? Ah bon, non. Bon, elle est connue pourtant. Du coup, c'est un... Il va chercher. C'est un film qui parle de l'anorexie mentale, donc changement de sujet radical. Mais en tout cas, c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, on parlera de ça la prochaine fois. Lily Collins? Lily Collins. D'accord. Ok, elle a joué dans quoi? Ah bah oui, Emily in Paris, d'accord, ok, je comprends. Donc c'est pas du tout ma cam, ça. Hein. Mais tu l'as vu ce film, To the Bone? Oui, je l'ai vu, Ah. mais j'ai pas vu Emily in Paris. Ah, bon. Peut-être qu'il faut que je regarde, il y a plein de gens qui m'ont dit du bien. Ah ouais, tiens, elle a joué aussi dans un truc avec un film qui parle de... Comment il s'appelle The Lady Killer, là, aide-moi, c'est quoi son nom? T'aimes bien pas, là. Mais si... Oh là là, comment ça m'énerve, ça, je laisse sur le bout de la langue, là, je suis sûr que les gens écoutent, ils sont en train de dire « Ah mais oui, mais c'est ça, c'est lui !» Et moi, je trouve pas son nom, Ted Bundy, voilà. Ah. Et ouais, The Lady Killer. Ok, To the Bone. Et ben voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on vous dit à bientôt et bien sûr, on vous souhaite plein de chouettes séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous. Salut. Trying to find peace of mind can break your heart. It's a real war right outside your front door. I tell ya, out where they'll kill ya, you could use a friend. Where the road ends, that's the place for me. Where I'm me in my own space. Where I'm free, that's the place I wanna be. 'Cause the road is long, yeah. Each step is only the beginning. No breaks, just heartaches. Oh,
en parlant du film Rambo, avant qu'on commence, j'aimerais bien que tu me dises si tu as un film préféré qui parle de la guerre du Vietnam. Alors moi j'ai beaucoup aimé Apocalypse Now. Pas vrai. Si. J'étais sûr que tu allais me dire ça. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué. Donc spontanément je te réponds. je te réponds ça direct quoi. Voilà, Apocalypse Now. Et c'est quoi ton moment préféré du film? Bah, j'aime bien quand ils avancent, quand ils marchent. Quand ils font la guerre. Ouais, c'est vrai que ce moment-là, il est pas mal. Et toi? Bon, ça va être long, ce podcast. Bon. Ah non, je sais pas si on va le laisser, ça. Tu verras. J'ai fait de mon mieux. It's a long